Et en fait, ce soir, je vais vous présenter 3 projets que j'ai réalisés. Donc, l'objectif, ça va être de voir étape par étape comment j'ai fait. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est partager, que vous puissiez vous aussi me dire comment vous-même vous faites. Donc, du coup, j'ai choisi trois projets assez différents. Le premier, c'est un petit bassin d'intérieur. Donc, voilà, je vais commencer par ça, vous montrer ça. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une partie terrarium. Hein, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt aquarium, mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce terrarium pour des Bernard l'ermite terrestres. Et puis, à la fin, je vous montrerai aussi comment j'ai mené ce projet, un aquarium double. On a l'impression que c'est un seul et même aquarium, mais en fait, c'est deux aquariums côte à côte. Donc voilà, je vais aussi vous montrer comment j'ai fait pour ce projet-là. Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, je vous propose une vidéo un peu différente de mes habituels tutos. Je vous propose de visionner le live qu'on avait organisé il y a quelques semaines sur Teams. Je vous avais partagé le lien sur mon compte Facebook et je remercie d'ailleurs les quelques membres de la Société d'aquariophilie de Montréal qui se sont connectés pour suivre cette présentation. Donc le premier projet, c'est celui-là. C'est un petit bassin d'intérieur. Donc, quand on fait un petit bassin, souvent, l'idée première que j'avais, c'est d'utiliser un grand bac à fleurs, par exemple, à plantes, comme on peut l'utiliser pour un bassin d'extérieur. Ou moi j'ai vécu quelques années en Thaïlande, et souvent en Thaïlande, ils ont ça à l'extérieur, des grandes jarres en terre pour faire un petit bassin. Et mais finalement, j'ai pas utilisé ça. J'ai pas utilisé un bassin en terre. J'ai utilisé, en fait, ça, c'est une table basse. À l'origine, c'est une table basse aquarium. Et l'intérêt de la vitre, c'est qu'on peut à la fois voir les poissons avec la vue de dessus, comme un bassin classique, mais également les voir de côté, comme un aquarium. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée que je vous partage ici, que j'ai trouvé intéressante. Alors donc encore une fois, à tout moment, vous pouvez m'interrompre. De toute façon, les petites séquences vidéo que j'ai prévues, je peux les stopper, je peux les reprendre, elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Donc là, cette table basse aquarium, en fait, je l'avais trouvée sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est l'équivalent du Kijiji de chez nous, mais donc c'était en France à l'époque. Et en fait, c'était une table basse aquarium. La personne avait cassé la vitre supérieure. Et donc, ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais, c'est-à-dire juste la cuve, parce que souvent, il y a un peu des polémiques sur les faits des tables basses. Pour les aquariums table basse, c'est pas super pour les poissons, parce que si on pose nos verres sur la vitre, ça peut les stresser, les effrayer. Mais là, il n'y avait pas de vitre, donc c'est parfait pour faire un petit bassin. Donc voilà, j'ai trouvé, ça coûtait très peu cher. J'ai trouvé, donc je suis parti de cette table basse aquarium que je suis allé récupérer chez un particulier. Et elle avait l'intérêt, là, comme vous le voyez sur les images, d'avoir un petit système pour pouvoir passer le câble du filtre sans qu'il ressorte par la partie supérieure. Et puis ce petit cache qui m'a permis d'aménager, comme on le voit là sur les images, de quoi faire une petite filtration. Donc là, c'était vraiment très sommaire. Hein. J'ai fait un peu comme on l'avait vu avec Louis là, la dernière fois. J'ai utilisé des mousses pour pouvoir avoir différentes masses de filtration, à la fois biologiques et puis mécaniques, pour que l'eau voilà, passe dans les différentes masses avant d'être expulsée. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour faire la partie filtration. Et oui, à tout moment, si vous voulez poser des questions, intervenir, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, là j'ai utilisé le point de départ, c'est cette cuve en verre de format hexagonal pour démarrer ce petit bassin d'intérieur. Et comme vous l'avez vu sur les images de la vidéo d'avant, l'objectif pour moi, c'était de créer ce petit îlot de verdure avec plein de végétation qui sortent du bassin, donc pour créer quelque chose de très différent par rapport à un aquarium classique. Alors,
à chaque fois que je fais un projet, là, que ce soit en aquarium, en terrarium, j'essaye de toujours bien travailler mon élément de décor principal. Donc, je passe un peu de temps sur ça. Donc là, j'avais trouvé, pour faire ce projet, en fait, j'étais dans un magasin, parce que j'ai quelques magasins qui acceptent, en fait, de me laisser utiliser leur matériel, en échange de quoi je leur aménage un petit aquarium ou terrarium dans leur boutique. Donc là, pour moi, c'est le rêve, quoi, hein, parce que du coup, je peux choisir un peu tout ce dont j'ai besoin pour mon projet sans avoir à acheter, quoi, hein. Nous avons déjà une main levée. Ah, vas-y, ouais. Je t'interromps 2 petites secondes. Donc, c'est Marie, je crois. Non, excuse, Marie-Claude. Oui, je l'ai tapé dans la conversation. En fait, j'ai essayé de faire des pounds comme ça souvent. Puis le problème que j'avais, de un, j'ai des kilis, donc énorme problème. Et de deux, c'est que il faut que je fabrique un couvercle, que je peux voir un peu de lumière au travers. Puis à chaque fois que je le fais en bois, ça pourrit à cause de l'humidité. Je voulais savoir si tu avais essayé d'en faire un, puis comment est-ce que quelqu'un se prendrait pour faire un couvercle pour ce genre de pound-là? Alors, donc en effet, les kilis. Alors déjà, je vous invite tous, si vous le souhaitez, à activer votre caméra. Comme ça, on pourra se voir. Je trouve que c'est plus sympa. Et puis, mais c'est comme vous voulez. Et alors, les kilis, en effet, c'est d'excellents sauteurs. Donc les kilis, c'est pas compatible avec un bac ouvert, comme tu le disais, un bassin ouvert. Donc c'est sûr qu'il faut un couvercle. Donc bon, là c'est éteint parce que c'est la nuit. Mais moi, mon bac à kilis, voilà, c'est couvercle en verre par-dessus. Parce que là, les kilis, c'est sûr, comme ils sont capables dans la nature de passer de flaque en flaque, du coup, Je m'en suis rendu compte. Écoute, mon trou est à peu près gros comme ça pour le chauffage. Il y en a un qui a trouvé le moyen. Il y en a un qui a trouvé le moyen. Fait que je prends plus de chance. Mais par contre, ils sont tellement beaux qu'avec un aquarium comme celui que tu viens de nous montrer, ça serait superbe. Je veux savoir si. Là pour le coup, il vaut mieux peut-être des kilis koi, là, comme j'ai fait dans mon bassin d'extérieur ou des choses comme ça. Non, des guppy koi, pardon. Ou des médacas. Mais des kilis, c'est sûr qu'il faut un bac vraiment bien couvert. Et comme tu le dis, aller mettre de la mousse dans les petites ouvertures pour être sûr qu'ils ne sortent pas parce que sinon ils vont sauter. Et je ne sais pas si tu as vu, mais on avait fait un bac à kilis, là, justement, ce bac-là, avec la Sam. Là, donc, ouais. Ok, donc, intéressant la question, mais c'est sûr qu'un bac, un petit bassin comme ça ne sera pas adapté pour Et en termes de couvercle, est-ce que tu penses que peut-être en plexiglas, ça peut faire? Oui, bien sûr. Le couvercle, il pourrait être en plexiglas, oui, bien sûr. Ouais, un petit filet. Est-ce qu'on peut le couper à la main, plexiglas? Oui, l'intérêt du plexiglas, c'est qu'avec un cutter, tu peux marquer plusieurs fois et réussir mais ça serait génial. Ça coûterait cher, mais ça serait génial. C'est un peu plus coûteux maintenant, le plexiglas. Anciennement, c'était moins cher, mais Et on peut aussi percer dedans. Tu y vas tranquillement avec une bonne drille. Sans craquer. Okay. Oui, sans craquer. Tu peux y aller délicatement, puis faire des trous d'aération. On peut aussi, l'acrylique, on peut le couper aussi avec une scie ronde ou avec un Dremel. Si on a une lame à plastique, là, ou à clé-barre. OK, parce que j'ai essayé la technique de... Quelqu'un avait acheté un énorme pot pour, mettons, mettre des bouteilles de bière dehors, des gros bacs en plastique à 20 dans les Home Depot et les Canacs, puis on peut faire des pentes avec ça, mais il faut vraiment prévoir un couvercle parce qu'il y a beaucoup d'évaporation, puis c'est pas bon pour l'intérieur. Et après, une petite astuce parce qu'on n'a pas besoin d'une plaque très épaisse de plexi, il n'a pas besoin d'être hyper transparent. Ce qui arrive parfois, c'est que les cadres tout faits ne sont pas en verre, mais ils sont justement, c'est une fine épaisseur de plexi et ça coûte parfois beaucoup moins cher qu'acheter une plaque de plexi. Donc ça m'est arrivé d'acheter un cadre pour utiliser en fait la vitre en plastique pour faire un couvercle. Donc petite astuce, voilà. Je vais repartager mon écran.
J'ai vu l'applaudissement. Marie-Claude, merci. Voilà, normalement je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, hein, je pense que c'est tout bon. Donc là, voilà. Donc pour ce petit bassin, j'ai utilisé donc ces racines là, hyper aériennes, puisqu'un bassin c'est bas, c'est posé au sol. Ce que je voulais là, c'était donner un peu de hauteur à l'ensemble du décor. Donc voilà. Donc là, habituellement, les racines, je les laisse tremper plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans l'eau pour pas qu'elles dégorgent de tanin. Mais là, je réalisais tout le même jour dans la boutique. Donc là, je les ai utilisés directement. Et puis après, au fond, là, pour le fond, j'ai utilisé ce sol spécial engrais pour les plantes, avec, je sais plus, 11 éléments intégrés. Mais une autre possibilité que j'utilise plus souvent, c'est d'utiliser de la pouzzolane, c'est-à-dire de la roche volcanique. Et de la même façon, je mets ça sous le sable, en fait, pour les racines des plantes. Donc, je remplis un sac, là, c'est un sac de filtration, parce que j'étais dans un magasin et qu'ils avaient ces sacs de filtration. Mais sinon, on peut aussi utiliser des barésies, là, des collants, dans lesquels on va mettre justement tout ce qui est cette pouzzolane, là, cette roche volcanique. L'idée, c'est d'avoir un bon support bactérien pour la filtration biologique et puis en même temps pour les racines des plantes. Donc ça, c'est comme dans un aquarium. Je commence toujours par mettre ça sur le fond. Donc là, pareil, vous pouvez intervenir, me dire comment vous faites. Enfin, il n'y a pas de problème. Elle est superbe, ta racine. Ouais, la racine, elle était super, ouais, tout à fait entremêlée. Donc après ça, c'est l'étape du sable. Donc là, pour le sable, comme il y avait quand même un beau volume, j'ai pris 2 sacs de sable et du coup, j'ai pris 2 granulométries différentes pour faire un rendu un peu plus naturel. Hein, dans la nature, le sable, il est pas tout, les grains ne sont pas tous de la même taille. Donc là, j'ai pris, voilà, comme de toute façon, j'avais 2 sacs à prendre, j'ai pris du plus fin et du plus épais. Je ne sais pas vous, mais moi, le sable, avant de l'utiliser, en aquarium particulièrement, je le rince, mais des dizaines de fois, parce que sinon, l'eau, elle est trouble au début, quoi. Hein. Et puis même après, si on remet les mains dedans, ça va être trouble. Donc voilà, donc là, j'ai nettoyé mon sable et puis je l'ai mis au fond, au-dessus de ma roche volcanique, là, enfin de mon engrais pour plantes. Ensuite, pour donner encore plus de hauteur à la composition végétale, j'ai utilisé des papyrus qui viennent de mes bassins. Donc, pour pas qu'ils colonisent trop, les racines colonisent trop le bassin, vous voyez, je les sépare et je les mets dans des petites bouteilles en plastique coupées. Et puis là, je suis venu avec 3 de mes boutures, on va dire, de mes pousses de papyrus pour tout de suite amener de la hauteur là, au décor. Et après, dans la composition, j'essaye de pas mon élément de décor principal, ne pas le mettre en plein milieu, mais plutôt 2/3, 1/3, comme on fait en photo, par exemple, pour que ça soit un peu plus esthétique. Hein, plutôt que le mettre en plein milieu, je le décale toujours un peu sur un côté. Donc ça, c'est chacun, ça dépend des goûts de chacun. L'étape d'après, c'est aller choisir les plantes. Alors là, j'avais une contrainte particulière dans ce projet. C'est pour l'éclairage que j'utilise dans ce projet, ce sont les spots du plafond du magasin. Donc finalement, comme c'est assez loin du bassin, même si c'est des spots assez puissants, l'éclairage n'est quand même pas hyper puissant. Donc là, vous voyez, j'ai choisi que des plantes faciles qui ne nécessitent pas trop d'éclairage. Donc là, Microzorum, et puis vous avez vu précédemment différentes espèces d'Anubia. Hein, donc voilà, là aussi un Anubia à grosse feuille. Donc des plantes magnifiques hein, là d'ailleurs. Et puis vous avez vu toutes ces plantes, elles sont cultivées en émergé, dans une ambiance humide mais émergée. Donc du coup, elles s'adaptent super bien à ce type de composition de bassin parce qu'elles vont sortir de la partie aquatique et coloniser la partie supérieure du bassin. Donc là, voilà, la première étape, c'est ça, le choix des plantes faciles parce que
il fallait pas qu'elles aient besoin de beaucoup d'éclairage, donc principalement des anubias et autres épiphytes. Et puis, tout ce qui est anubia, vous le savez, il ne faut pas enterrer les racines, enterrer le rhizome, parce que par définition, elles sont épiphytes. Donc, il faut venir en fait coincer les racines sur les racines de bois de la racine de décoration, comme ça, et ne pas enterrer dans le sable le rhizome pour ne pas qu'il pourrisse. Donc, voilà pour les anubias. Et une petite astuce d'ailleurs, c'est si jamais on veut l'enterrer, c'est aller récupérer justement les pierres de lave qui sont en dessous pour justement que le rhizome ne soit pas asphyxié. Donc ça, c'est une petite astuce. Si on veut quand même avoir des anubias à ras du sol et pas seulement accrochés aux branches, on peut le faire à condition que les racines et voilà, la partie maîtresse de la plante ne soit pas asphyxiée sous le sable et puisse évoluer avec beaucoup d'aération au milieu des pierres végétales, enfin des pierres volcaniques, pardon. Et puis, une autre plante, là, pour finir cette composition de plantes, je suis allé prendre aussi quelques cryptocorines. Donc, pareil, c'est des plantes, là, pour le coup, elles doivent être vraiment sous l'eau, mais elles sont hyper résistantes. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. C'est vraiment des plantes que j'adore. Et puis là, je vais venir justement les mettre à cet endroit-là qu'on voit à l'image pour créer un petit bosquet de cryptocorines. Vous avez vu, il y a deux colorations. Il y a un vert plus foncé et un vert plus cru, plus clair. Dans les compositions là, comme ça, de plantes, j'aime bien regrouper toutes les plantes d'une même espèce, à peu près toutes au même endroit, comme on pourrait le voir dans la nature. Enfin, je trouve que ça fait un peu plus naturel, plutôt que mélanger toutes les plantes un peu partout dans l'aquarium ou là, comme ici, dans le bassin. Je trouve que ça fait plus sympa de les regrouper par type de plante. Après, j'aurais pu aussi en prendre une et aller la mettre un peu plus à droite, une ou deux, mais globalement, l'approche que j'essaye d'avoir, c'est celle-là, c'est regrouper les plantes par variété et ne pas trop multiplier les variétés pour être un peu plus proche de ce qu'on pourrait voir dans la nature. On a une autre question. Ouais, vas-y. De Marie-Claude qui demande on estime le coût d'un projet de cette envergure-là à combien environ? Alors, en fait, là, elle veut savoir pour les plantes et pour le bois et pour le substrat, je pense que ça serait bien. Donc, je l'avais fait. Donc, si tu vas, cette vidéo, elle est bien sûr sur ma chaîne Terrario. Et dans la description, j'ai fait cet exercice. Donc, je me rappelle très bien, j'en étais à 600 € de matériel utilisé, c'est-à-dire 900 $ canadiens. Donc, voilà, c'est ça le budget. Si j'avais voulu acheter tout le matériel, les plantes, et faire ça chez moi, c'était un gros budget, quoi. Hein. Donc, mais au moins, j'ai la réponse à ta question. Donc, donc du coup, Marie-Claude, ce que je te recommande, c'est d'être membre de la SAM et d'aller tous les mois aux rencontres mensuelles. Et là, tu vas récupérer des plantes pour 2 $. Et là, pour le coup, ça va te coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Je l'étais il y a 15 ans. Puis là, en ce moment, je suis aux études dans un autre pays. Fait que je peux pas en ce moment. Mais oui, je vais revenir à la SAM, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de kilis à vendre. Fait que c'est sûr que je vais aller à l'encan. Et puis, je vais acheter des plantes. Tu connais les encans, hein, tu sais comment ça se passe, notamment. Oui, mais tous mes premiers cyclides viennent de l'encan. Wow, super, super. Et du coup, pour toi, c'est bien qu'on l'ait fait finalement à distance, là, en virtuel, parce que tu peux te connecter, donc c'est sympa. Merci. Mais donc, pour une fois. Donc, pour ceux qui ne sont pas membres de la SAM, vous pouvez devenir membre et du coup, là, pour le coup, ça va réduire énormément votre budget puisque on peut tous les mois récupérer des plantes pour vraiment pas cher. Et en plus, comme on a des rabais chez nous, tous nos commanditaires, on peut aussi réduire largement ce coût. Mais voilà, sinon, voilà, c'était pour répondre à la question de combien ça coûterait de faire un projet comme celui-là. Alors voilà, là
ce que je voulais vous montrer pour ce premier projet, c'est terminé. Hein, la composition est faite. Il reste après, bien sûr, la mise en eau. Et puis, moi, ce que je fais, j'imagine comme vous, c'est il faut attendre 1 mois, le temps que le cycle de l'azote se fasse. Donc là, bien sûr, on met en eau. Là, j'ai fait des essais avec le filtre. Là, c'est ce qu'on voit à l'image. Parfois, le filtre, au début, il est ouvert au maximum et du coup, le débit était un peu trop fort par rapport à ce que je recherchais. Donc, j'ai tout simplement réglé le débit pour qu'il soit moins fort. Et puis également, une chose qu'il faut faire, c'est commencer à mettre le chauffage, mettre tous les paramètres sous contrôle et puis attendre 1 mois. Hein, vous connaissez, hein, j'imagine, tous le cycle de l'azote, là, mais autour du 10e jour, il y a les nitrites qui commencent à monter. Au 15e jour, ils sont au plus haut. Et vous savez que les nitrites, ça bloque les branchies des poissons et donc ça les fait mourir. Donc, si on avait mis des poissons dès le début, ils meurent autour du 15e jour. Et puis après, autour du 21e jour, le pic est redescendu. Et c'est pour ça que ce que je recommande souvent, c'est on attend 1 mois. Et comme ça, au bout d'1 mois, on peut mettre les poissons. Et voilà, et tout se passe bien. Et puis, il y a beaucoup d'animaleries, notamment là chez nos commanditaires. Ils acceptent de faire les tests de votre eau gratuitement. Donc, à la fin, avant de mettre les poissons, quand le mois est terminé, vous allez avec un échantillon de votre eau dans l'animalerie. Ils vous font les tests, les principaux, là, pH, nitrate, nitrite. Et puis, si tout est correct, vous pouvez mettre vos poissons. Donc là, vous avez vu, hein, il y a une petite étape d'acclimatation. Alors là, j'étais dans le magasin, donc j'ai mis directement l'eau du magasin, puisque de toute façon, j'avais rempli avec l'eau du magasin dans le bassin, mais sinon vous le verrez peut-être dans mes autres vidéos, mais quand c'est chez moi, je verse les poissons dans une épuisette et puis je mets les poissons dans mon aquarium pour ne pas mettre l'eau du sac du magasin dans mon aquarium, on ne sait jamais. Voilà ce premier projet. Après là, j'avais mis des mollies, mais bien sûr, on peut mettre bien d'autres choses. Hein, l'objet de ma présentation, là, c'était vous montrer la composition. Puis j'avais rajouté d'ailleurs un hydrocotyle. Là, hein. Je sais que Hugo en ramène aussi régulièrement aux encans. Là. Pareil, ça c'est super, hydrocotyle. Ça colonise à la fois la partie aquatique, j'en ai dans presque tous mes bacs, et la partie émergée, la partie terrestre. J'en ai même dans mes terrariums. Donc voilà, ça c'est aussi à recommander comme plante facile. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier projet? Il faut que je regarde un peu l'heure. Ouais, 20 heures. N'hésitez pas de vous mettre de vous enlever de la sourdine si vous voulez pouvoir parler, puisque Marc est disponible en ce moment, et ou sinon le mettre sur le chat, ou bien lever la main. Oui, il y a Marie-Claude, je vois que tu lèves la main, mais quand je partageais mon écran, je ne le voyais pas. Oui, ben c'est pas grave, c'est parce que je trouvais ça drôle. Là. Je sais qu'il y a une fonction pour ça. Quelle lumière tu as choisi de mettre sur le dessus? Là, dans le bassin que je viens de vous montrer, en fait, j'ai mis aucune lumière, mais c'est une bonne question. En fait, dans le magasin, c'était dans un magasin, il y a énormément de spots au plafond. Donc, j'ai choisi d'utiliser uniquement l'éclairage du magasin comme éclairage, mais tu as raison, c'est pour ça que j'ai choisi des plantes qui nécessitent peu d'éclairage. Oui, la mousse de Java Fern, l'hydrocotyle, tout ça, ça va survivre, le papyrus aussi. C'est ça, exact. D'ailleurs, ils l'ont gardé des mois, ce projet-là, et ça a bien poussé. Mais sinon, une possibilité pour ce type de bassin, c'est, tu sais, utiliser une potence qu'on utilise pour les bassins à tortues. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, mais j'en ai une, sauf que j'ai trouvé des lumières pour plantes qu'on met à très haut niveau, là, qui ne font pas trop d'algues. Pour faire ce genre de projet-là, je trouve ça un peu moins coûteux que les supports à tortues qui vendent 45$. C'est vrai. Donc, en effet, moi, pareil, j'utilise en fait mes ouais, exact. Même chose. Pour suspendre, voilà. Mais c'est un peu ça le projet, quoi. Mais oui, donc il y aurait eu possibilité de mettre un éclairage, en tout cas, avec un système de potence à définir, à trouver.
et puis suspendre un éclairage, un spot par exemple dessus. Et du coup, je vois ta main levée, Louis. Ouais, oui, oui, effectivement. Moi, j'aime ça économiser de l'argent. Donc, petit truc que je peux donner, c'est quand vous voulez accrocher vos lumières, ils vendent j'appelle ça un bras pour les étagères. Donc, en fait, c'est comme un triangle. Et puis, il y a 2 trous. Puis là, vous vissez ça sur le mur. Ça se vend entre 1 et 5 $ selon la taille. Ça se vend en quincaillerie ou à Princesse Auto, des magasins du genre. Et puis, vous pouvez accrocher vos lumières là-dessus, puis mettre une tablette par-dessus. Donc, vous gagnez une tablette et en plus, vous pouvez accrocher votre lumière en dessous. Ouais, super idée. Puis, il y a Marie-Claude qui nous montre son système à pince, là, son ampoule au bout d'une pince. Et en effet, la pince, elle peut venir s'accrocher à quelque chose, quoi. Ouais, mais en tout cas, elle l'a recaché, mais ouais, voilà. Mais en tout cas, oui, parfait. Merci. Et Louis, en tout cas, c'est une super idée là. Des fenêtres, des étagères en grillage. J'ai pris des tie wraps pour tenir la lampe après. Exact. Vous avez ceux-là en tie wrap et vous avez ceux-là en fer forgé, là. Ouais, mais j'ai pris ça chez Canadian Tire, là, ça supporte bien du poids. Là. Ça fait juste empiler les trucs en grillage, c'est quand même pas dispendieux, assez joli. Puis, vu que c'est juste des barres de métal, tu peux mettre des tie wraps puis attacher tout ce que tu veux après. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, j'aime bien aussi l'idée de l'équerre, là. Ça peut faire quelque chose de propre, accroché au mur. Puis à l'éclairage, on peut le régler. Ouais, très bonne idée. J'ai vu des gens qui mettaient des lumières sous l'eau aussi, que je trouve pas tout à fait assez pour mettre des plantes, mais ça fait un bel effet. Regarde, j'en ai une. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça fait de la chaleur. T'as pas remarqué que ça fait un peu monter la chaleur de l'aquarium? Légèrement, mais c'est vraiment léger, hein, ça reste des LED. Ouais, en effet, c'est pas mal. Là, je vais l'utiliser pour faire un rétro-éclairage dans une grotte, là. Mais en effet, c'est une petite idée. Alors, il y avait une autre petite question qui disait, Loïc demandait si un filet, est-ce que c'est bon pour l'équilibre pour pas qu'il saute? De mettre un grillage, un filet. Il faut que la maille soit suffisamment fine. Le mieux, du coup, c'est un grillage inoxydable métallique. Ouais, voilà. Ah oui, là, je ne sais pas s'il est métallique, mais voilà, c'est ça. Non, il y a l'air en plastique, lui. Ça a l'air bien. C'est un filage qui est fait pour les gens qui veulent faire de la broderie. J'ai trouvé ça pour 2 $ et ça me sauve la vie, sincèrement. Ouais. Il n'y a aucun aquarium qui n'a pas ça chez moi. Pas le choix. Merci. Exact, bonne idée. Très bien. Tu peux essayer de récupérer des moustiquaires aussi, des moustiquaires de fenêtre des fois. Là. Tu fais une demande sur un groupe genre Craigslist ou as-tu ça toi, puis tu récupères des moustiquaires. Alors, je vais repartager mon écran. Ah, faut savoir bricoler avec les poissons, on n'a pas le choix. Ça coûte trop cher sinon. Absolument. Si tu veux te dépenser plus, il faut que tu en sauves à des plans. C'est ça. Achète le bois, puis le reste va tout à l'encan. Alors, le deuxième projet que je vous propose, là, que je vais vous présenter, c'est un terrarium. En fait, c'est un terrarium pour y élever des bernards l'ermite, des bernards l'ermite terrestres. Donc là, en fait, avant de se lancer dans le terrarium, j'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe. Et du coup, j'ai pu observer l'espèce de bernard l'ermite que j'allais acquérir dans son milieu naturel. Donc, j'ai commencé par bien analyser tous les paramètres en fait, du milieu naturel. Donc là, les bernards l'ermite, ils vivent dans la partie qu'on vient de voir, la partie, j'allais dire forestière, mais la partie végétale du bord de mer. Donc, quand on est tout au bord de la mer, il y a des bernards l'ermite terrestres plus jeunes. Donc, eux, ils sont beaucoup dans la partie sable et puis ils mangent tous les débris végétaux qu'il y a sur la plage. Donc, du coup, voilà, un premier environnement qu'ils recherchent, ça va être celui-là. Une zone de sable marin
avec beaucoup de salinité et d'humidité d'eau de mer. Donc, du coup, vous allez voir que dans le terrarium que je vais recréer, je vais avoir une partie sable marin et un petit bassin d'eau de mer, parce que c'est quelque chose qu'ils apprécient. Mais ce n'est pas fini. Donc là, voilà ce qu'on vient de voir, c'est cette première partie-là, avec le sable et les embruns marins. Mais si on rentre dans cette végétation de bord de mer, là, ça commence à changer. Il commence à y avoir un peu d'humus forestier sur le sol, avec beaucoup de feuilles mortes. Et puis, vous voyez plein de racines et de bouts de bois qui vont conserver l'humidité. D'ailleurs, là, au moment où je m'approche, je viens d'entendre un petit bruit dans les feuilles. Et il y a justement un Bernard l'ermite terrestre. Il est en plein milieu de l'image, là, si vous le voyez. Et comme il m'a vu arriver, il s'est vite rentré dans sa coquille. Parce que vous savez, les Bernard l'ermite, en fait, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont chercher des coquilles d'escargots ou autres pour pouvoir abriter leur abdomen. Ils ont un abdomen mou qui n'est pas protégé par la carapace, donc ils doivent en permanence le protéger dans une coquille. Mais cette coquille, ils doivent la trouver. Donc au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont changer de coquille et en trouver d'autres. Donc voilà, si on revient sur la partie environnement, donc dans le terrarium, il faudra donc une partie sable avec un peu d'eau de mer. Et puis là, on va voir qu'il y a toujours du sable, mais on va aussi de plus en plus trouver une partie terreau. Donc je vais avancer un petit peu. Là, dans ce Bernard l'ermitaire, je reviens, il avait choisi une coquille où justement elle était un peu abîmée avec quelques trous, ce qui permet de voir son abdomen. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit son abdomen là qui est enroulé dans la coquille et qui est du coup visible puisque cette coquille est un peu cassée. On voit aussi qu'il cohabite avec par exemple des geckos. Donc c'est pour ça que dans mon terrarium, j'avais mis aussi un Lepidodactylus lugubris, un gecko un peu de la même famille, parce qu'ils cohabitent très bien les uns avec les autres. Donc là, je pense qu'on va le voir là sur mon plan. Voilà, le gecko est juste là. Et puis tout autour de lui, il y a plusieurs Bernard l'ermite, notamment un juste là au pied de la roche. Et vous voyez que là, le sol, ça commence à être un mélange entre sable et terreau, avec voilà, des températures plutôt élevées, et puis une humidité très forte, également des crabes touloulous là, qu'on voit à proximité. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie, voilà, là on est carrément dans du terreau. Il y a à la fois des crabes, mais à la fois aussi des Bernard l'ermite dans cet environnement. Donc ça veut dire que dans mon terrarium, ça serait bien que j'ai aussi une partie humus de forêt, avec cette fois de l'humidité plus eau douce. Donc vous allez voir, je vais aussi mettre un bassin d'eau douce dans le terrarium des Bernard l'ermite. Donc là, on voit bien vraiment l'environnement. Ici, il y a de la terre. Juste un peu après, c'est la mer avec le sable. Et puis, beaucoup de bois et de feuilles mortes. Et puis, quand on s'éloigne du bord de la mer, on va voir qu'il y a encore un peu un troisième type d'environnement, même si le substrat reste le même. Là, c'est des zones rocheuses. Et d'ailleurs, au plus je m'éloigne de la mer, là, vous voyez, je suis à maintenant quelques centaines de mètres et j'ai pris de la hauteur et les individus sont un peu plus grands. Là, on va voir des Bernard l'ermite qui ont évolué, vous voyez, qui sont un peu plus adultes. Petite coupure pub, très rapide, pour vous rappeler que si vous utilisez le lien de parrainage en description pour commander votre terrarium et matériel sur le site sipat.com, un petit pourcentage de vos achats sera reversé en soutien à la chaîne. Donc vous faites une bonne action. Bien sûr, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et puis même, vous aurez 10% de réduction lors de la première commande. Donc n'hésitez pas à en bénéficier. Voilà, vous allez en plus découvrir sur ce site différentes espèces d'insectes et arthropodes, tous élevés en France. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis si vous voulez en apprendre plus sur les articles qu'il propose, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite pour présenter le site. Voilà, merci pour votre soutien.
En gros, hein, je venais de vous montrer qu'il y avait 3 types d'environnement, enfin, qu'il y avait principalement 2 types de substrats, du sable, du terreau. Là, on voit qu'il y a carrément un gecko, il est à côté d'un Bernard l'ermite. Ils sont vraiment côte à côte, donc il y a vraiment cette possibilité de cohabitation. Et puis, vous voyez qu'ils sont très nombreux. Hein, ils vivent vraiment en groupe. Vous m'entendez là? Oui. Ok, j'avais un doute. Est-ce que vous m'entendez et vous voyez mon image? Donc voilà, donc là, ils apprécient également donc, ces environnements rocheux, avec, comme j'étais en train de le dire là, plusieurs spécimens regroupés au même endroit. Là, on voit carrément celui-ci, il commence à être vraiment de belle taille, on va dire. En plus, il a une coquille assez sympa. Et puis, à la dernière image là, du milieu naturel, j'aime toujours bien en fait avoir cette possibilité d'observer les animaux dans leur milieu naturel parce que ça permet de mieux recréer ces conditions en terrarium ou en aquarium. Là, on voit que sous ces feuilles mortes, là, il règne une ambiance très humide. Et là, vous voyez, il y a vraiment de nombreux spécimens qui vivent les uns avec les autres côte à côte. Donc, ça nous donne des indications sur le fait que s'ils sont plusieurs dans le terrarium, ils vont être moins stressés parce que ce sont des animaux grégaires qui aiment vivre en groupe. Donc, voilà. Alors, du coup, le projet, c'est celui-là. Pour ce terrarium de Bernard l'ermite, je suis parti d'un terrarium de 90 cm de long, c'est-à-dire 36 pouces, un 36 pouces par 18 par 18. Et donc déjà, voilà, un beau terrarium. Ce que je fais souvent, c'est avant même de commencer, je mets un fond d'eau au fond du terrarium pour m'assurer qu'il est bien étanche. Parce qu'un terrarium, ce n'est pas comme un aquarium. Parfois, on a des surprises et l'étanchéité n'a pas toujours été très bien faite. Donc, il vaut mieux s'en assurer avant d'avoir une fuite d'eau, même si là, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, du fait que je vais beaucoup pulvériser de l'eau pour maintenir une ambiance humide. Si l'étanchéité n'est pas super, il va y avoir des fuites sur le sol, c'est jamais appréciable. Et puis, ce que je veux vous montrer aussi, donc là, c'est un terrarium Zoomed. Zoomed, ça a l'intérêt, le grillage qui est au-dessus, très fin, est inoxydable. Et comme je vais avoir un petit bassin d'eau de mer, je préfère avoir un grillage inoxydable parce que sinon, ça va vite rouiller. Et puis, une autre astuce dans ce projet, vous savez, les terrariums, normalement, la face d'observation, c'est celle qui est là en ce moment sur cette image à l'arrière. C'est-à-dire là, c'est les 2 portes qu'on ouvre avec l'entrée d'air basse et la sortie d'air se fait par le grillage en haut. Mais moi, ce que j'ai fait là dans ce projet, c'est que j'ai choisi d'utiliser la face arrière comme face d'observation. Comme ça, je n'ai pas cette barre noire en plein dans le champ de vision, parce que bien sûr, les Bernard l'ermite, ils évoluent sur le sol principalement. Donc, si mon sol est à peu près à ce niveau-là, les Bernard l'ermite vont être toujours cachés derrière cette barre noire. Donc là, la petite astuce que je vous partage, c'est d'utiliser la vitre arrière comme face d'observation pour avoir une vitre pleine, comme dans un aquarium, pour pouvoir observer voilà, la végétation, le décor et les Bernard l'ermite qu'on va mettre à l'intérieur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une table basse, un meuble télé, voilà, je cherchais le mot, un meuble télé, et dessous, je suis venu mettre un plateau tournant pour que mon terrarium puisse tourner sur lui-même. Voilà, c'est ce qu'on voit là à l'image. Donc du coup, ma face d'observation, c'est la vitre arrière, mais bien sûr, pour pouvoir accéder à l'intérieur, il faut que je puisse faire tourner mon terrarium, comme vous le voyez sur ces images, avec le plateau tournant, pour pouvoir ouvrir les portes d'accès et pouvoir nourrir les animaux, intervenir à l'intérieur. Et en plus, l'intérêt du petit meuble télé, c'est que vous voyez, il y a déjà des trous pour pouvoir cacher tous les, le thermostat, enfin voilà, tous les fils électriques, un maximum, vont pouvoir être cachés en dessous. Donc voilà la petite astuce de ce projet-là. Comme élément de décor, pareil, je vais essayer, comme dans la nature, de trouver une souche d'arbre, une racine qui va pouvoir garder l'humidité.
Donc là, en forêt, j'avais trouvé cette racine de lierre, qui était d'ailleurs déjà coupée. Hein, comme le lierre, c'est un peu une plante envahissante, ça avait dû être coupé pour dégager les arbres. Donc là, je ne sais pas comment vous préparez vos racines pour aquarium ou terrarium, mais voilà, moi, voilà comment je fais. Donc, bien nettoyer un maximum la racine, la passer au jet. Et puis, ce que je fais ensuite, c'est que je vais immerger la racine. Pour un terrarium, c'est pas hyper important parce qu'elle ne va pas baigner dans l'eau. Mais pour un aquarium, c'est vraiment important si on ne veut pas avoir une eau trop teintée. Alors, il y en a qui aiment beaucoup quand l'eau est noire, l'eau teintée. Moi, je préfère une eau transparente, cristalline. Donc, pour mes racines d'aquarium particulièrement, je les laisse tremper pendant des mois dans l'eau pour qu'elles dégorgent tout leur tanin. Là, pour un terrarium, je le fais aussi un peu parce qu'il y a toujours une petite pellicule d'eau qui se crée au fond d'un terrarium tropical humide et j'aime pas qu'elle vienne teinter le bord de la vitre. Donc voilà, là, voilà, la racine a été coupée aux bonnes dimensions pour tenir dans l'aquarium, dans le terrarium, pardon. Et puis elle a été nettoyée, immergée dans l'eau quelques semaines. Et puis ensuite, voilà, je la positionne dans le terrarium. En termes de timing, Louis, tu voudrais que ça finisse à quelle heure? Bon, je n'ai pas vraiment de limite vu que c'est sur Teams. Et puis, on n'a pas à sortir de la salle comme quand on est au centre. Donc, vas-y, continue. Tant son temps que les gens aiment ça. Et puis, peut-être après 1h30 de ta présentation, on va faire les tirages. Puis ensuite, si tu veux continuer après ou si les gens ont des questions, on va pouvoir continuer ensuite. Ouais, bon, c'est sûr que 1h30, ça veut dire 21h, c'est sûr que j'aurai fini. Mais voilà. Mais en tout cas, je sais que je vais peut-être prendre un peu moins de temps. Voilà. En tout cas, je continue. C'est ça que je comprends. Oui, exact. Donc là, voilà. Très intéressant. Donc là, ma racine est prête. Elle est positionnée. Comme d'habitude, je ne la positionne pas en plein milieu, mais plutôt légèrement décalée sur un côté. Hein, toujours l'histoire des 2/3, 1/3. Je trouve que c'est plus esthétique. Cette racine, elle va avoir l'intérêt, vous avez vu en dessous, dans la partie basse, ça va faire plein de grottes pour que les Bernard l'ermite puissent aller s'abriter et rester dans une zone très humide, comme on l'a vu dans la nature. Hein, je ne l'ai pas bien précisé, mais vous l'avez vu sur les images, la terre était mouillée tellement il règne une humidité importante. Hein. Donc voilà, donc le positionnement de la racine. Et puis après, les deux bassins. Donc un premier bassin qui va accueillir de l'eau de mer. Donc là, d'ailleurs, toutes les semaines, je changeais l'eau de mer en l'enlevant avec une éponge et en remettant de l'eau de mer. Et puis un deuxième grand bassin pour l'eau douce, hein, pour que les Bernard l'ermite puissent aller s'immerger s'ils le souhaitent. Donc vous le voyez là dans le terrarium Zoomed aussi, bien sûr, comme dans tous les terrariums, on peut enlever la partie supérieure pour pouvoir accéder plus facilement. Donc là, je vais placer d'abord la plus grande des deux bassines, des deux bacs à l'arrière, hein, celle qui est un peu plus haute à l'arrière, en arrière-plan, et puis la plus petite un peu plus devant, là. Donc la plus petite pour l'eau de mer, la plus grande pour l'eau douce, pour recréer ces deux ambiances qu'on a vues dans la nature. Vous avez vu ces bacs d'eau, je les ai positionnés directement sur la vitre du fond, parce que les Bernard l'ermite creusent. Vous allez le voir, ils vont notamment creuser dans le substrat au moment où ils ont besoin de muer. Et du coup, il ne faut pas qu'ils puissent creuser en dessous et se retrouver coincés. Donc, ce type d'élément de décor un peu lourd, on le met directement sur la vitre du fond, comme on le fait avec nos poissons en aquarium, pour pas qu'ils creusent sous les roches, par exemple. Ensuite, je suis allé choisir quelques roches le plus proche possible, je vais dire, de ce que j'avais pu voir en nature. Hein, donc des roches plutôt assez calcaires et avec beaucoup de détails, hein, et de points d'accroche pour nos crustacés. Et puis là, voilà, grosse opération de nettoyage des roches avant de les utiliser, comme on le ferait en aquarium. Voilà. Ensuite, j'ai installé des plantes.
Donc là, une plante qui tient super bien dans tous les terrariums et même en partie émergée dans les aquariums, c'est le pothos. Hein. Donc là, vraiment, je vous recommande cette plante. C'est hyper robuste, ça pousse vraiment très très bien. En plus, dans les aquariums, ça vient pomper les nitrates, là, donc c'est toujours un petit plus aussi, même si ça reste en partie émergé uniquement. Et puis là, à nouveau, quelques plantes initialement prévues pour les aquariums, mais encore une fois, comme la plupart du temps, elles sont cultivées, comme vous l'avez vu, en émergé. En fait, elles sont très bien adaptées aux terrariums tropicaux humides parce qu'elles vont avoir les pieds dans l'humidité et puis les feuilles à l'air et elles vont très bien se développer. Donc là, comme précédemment, on dégage les racines, on enlève la mousse qu'il y a autour des racines et puis on vient faire la petite composition. Donc là j'ai essayé de recréer, comme on l'a vu en nature, un petit coin de verdure, un petit coin de forêt. En fait, il va y avoir à la fois une plage, à la fois une partie de substrat forestier, et puis à la fois cette petite forêt avec une forte humidité sous la racine. Au niveau du sable, les bernard l'ermite, comme les écrevisses par exemple, ou comme les crevettes, ce sont des crustacés, donc ils muent et ils ont donc besoin régulièrement de calcaire, de calcium même, pardon, de calcium pour pouvoir refaire leur carapace une fois qu'ils ont mué. Donc là, il existe du sable enrichi en calcium. Donc j'ai mis une petite partie de sable enrichi en calcium et vous le verrez peut-être sur les images qu'on verra à la fin. En fait, les bernard l'ermite, ils viennent piquer dans ce sable pour absorber du calcium, notamment avant de muer, pour pouvoir refaire leur nouvelle carapace. Donc une petite partie sable enrichi en calcium. Et puis, comme on l'a vu dans la nature, une grande partie de sable marin. Hein. Donc là, vous avez vu, c'est un sable prévu pour aquarium marin. Donc pareil, je l'ai bien lavé même si c'est pas un aquarium. En aquarium, c'est encore plus nécessaire de le laver, mais même là en terrarium, j'aime bien laver mon sable, éviter que la pellicule d'eau qui soit au fond soit sale. Et puis là, donc, une large partie, comme on l'a vu dans la nature, avec du sable type marin. Voilà, donc on commence à retrouver un peu ce qu'on avait vu là sur les premières images. Il y a un petit commentaire ici, Marc, quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a de l'espace vide sous le terrarium parce qu'elle voit que le bois repose sur des pierres et non sur la vitre? Est-ce que ça évite le problème? Est-ce qu'il y a du vide ici en dessous sous le terrarium? Oui. Sous les terrariums, en fait, ils appuient aux quatre coins et puis il y a toujours de quoi faire passer des câbles sous les terrariums. Donc, entre la vitre et le fond, il y a du vide, mais un terrarium, c'est beaucoup, beaucoup plus léger qu'un aquarium. En aquarium, ce qui est très lourd, c'est l'eau, le poids de l'eau. Donc là, il y a pas... Bien sûr, il ne faut pas lâcher un gros galet bien lourd sur la vitre du fond, parce qu'en effet, en dessous de la vitre, il y a un petit espace et elle va casser. Mais si on pose délicatement une pierre même un peu lourde sur la vitre du fond, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas la contrainte du poids comme on peut l'avoir avec un aquarium rempli d'eau. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Et donc voilà. Et puis, je me suis trompé de touche. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, bien sûr, comme on l'a vu dans la nature, un deuxième type de substrat en plus du sable, c'est le sol forestier. Donc là, il existe des sols pour terrariums tropicaux humides. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé là dans ce projet. Et puis, comme vous êtes en train de le voir là à l'image, j'ai ajouté de la sphaigne, qui est une mousse que je mélange à mon substrat parce qu'elle va garder l'humidité. En fait, cette mousse, voilà, bien sûr, dans un terrarium tropical humide, tous les jours, il va falloir pulvériser de l'eau dans le terrarium pour garder cette ambiance comme dans la nature de tropical humide. Mais l'intérêt voilà, de la mousse mélangée au substrat, c'est que ça va vraiment garder fortement l'humidité, ce qui est important pour nos bernard l'ermite, notamment au moment de la mue.
Voilà, donc le projet avance. Là, j'ai mis de l'eau de mer dans le petit bassin. Là, je mets de l'eau douce dans le bassin un peu plus grand. Voilà. Le substrat, il faut en avoir la plus grosse épaisseur possible. Ah, ça, c'est une partie importante qu'on voit là à l'image. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, les Bernard l'ermite, ils vont régulièrement changer de coquille. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de Bernard l'ermite, avant même d'acquérir ces animaux, il faut qu'il commence à se faire une grosse collection de coquillages, si possible des coquilles bien dures comme celle-ci, et pas fines comme celles que j'ai montrées précédemment. Mais voilà, donc il faut beaucoup de coquilles parce que votre animal, votre Bernard l'ermite, il va grandir et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va changer de coquille. C'est d'ailleurs assez sympa à voir. J'avais filmé une séquence où on voit le Bernard l'ermite qui quitte sa coquille pour essayer une autre coquille. Enfin voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir observer. Donc voilà, du coup, dans le terrarium, là, il y a des feuilles mortes que je suis en train de poser au sol, une partie terre, une partie sable, des pierres, des coquillages pour pouvoir changer de coquille. Pour suivre les paramètres, c'est important d'avoir un thermomètre et un hygromètre, même d'ailleurs souvent plusieurs thermomètres, parce que contrairement à un aquarium, on va réussir dans un terrarium à créer un point chaud et un point plus frais pour que l'animal puisse se thermoréguler et choisir la température qu'il souhaite. Donc là, dans ce projet, j'ai utilisé deux spots chauffants, un spot infrarouge chauffant et un spot ultraviolet. Quand on fait infrarouge, le rayonnement infrarouge plus le rayonnement ultraviolet, ça va permettre de recréer le soleil. Et puis là, je suis en train de mettre un thermostat qui va gérer les températures et couper la lampe chauffante une fois que les températures sont atteintes. Vous voyez ici l'astuce d'utiliser un petit meuble télé, c'est ça, c'est que toute la partie électrique est cachée en dessous et il y a juste le fil qui sort pour aller à l'alimentation principale. Et puis là, voilà l'intérêt du meuble télé, on peut l'ouvrir pour venir positionner. Donc là, je suis en train de mettre les programmateurs. Hein. J'imagine que comme vous en aquarium, voilà, j'utilise des petits programmateurs tout simples pour éclairer 12 heures par jour. Les ultraviolets, je les allume que 5 heures par jour, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en permanence soumis aux ultraviolets. Mais le but, parce que vous avez vu dans la nature, même si ce sont des animaux nocturnes, je les ai vus, ils s'exposent parfois en plein soleil, donc c'est vraiment en pleine chaleur de soleil. Donc là, vous voyez juste sous les deux spots, on va avoir une zone vraiment très chaude, autour de 30 degrés. Mais l'intérêt au terrarium, comme c'est bien ventilé, c'est qu'au point frais, ici, à l'autre extrémité, on va réussir à être autour de 20 degrés. Donc, on va vraiment offrir à l'animal un gradient thermique pour qu'il puisse réguler sa température comme il le souhaite. On a une petite question de Sébastien qui demande, est-ce que tu aurais pu mettre un brumisateur pour l'humidité? Oui, tu vas voir que... Alors, moi, j'aime... Donc, c'est une super bonne question. Donc, moi, j'aime bien brumiser moi-même à la main avec un brumisateur à main. Pourquoi? Parce que du coup, pendant que tu fais ça, tu observes tes animaux. Est-ce que tout va bien? Voilà, donc c'est pour ça que je le fais moi ici encore maintenant à la main. Mais tu vas voir que dans ce projet, j'ai mis un fogueur pour recréer une brume. Parce que pour recréer l'ambiance que j'ai vue là-bas dans la nature, très humide de vapeur d'eau, notamment le matin, c'était toujours très humide. Donc, je n'ai pas mis un brumisateur automatique, mais un fogueur. Et la brumisation, je la fais moi-même à la main, mais ça aurait pu être une brumisation automatique, oui, tout à fait. Et dernier petit point apporté par Caroline qui disait les grillages qu'on trouve sur les néons industriels, des egg crates en anglais, tu coupes la dimension du fond et tu les poses des grosses roches par-dessus, ça l'aide à répartir le poids. Donc, c'est un petit truc, je pense, qu'elle donne aux créateurs de terrarium. Ah oui, ouais, en effet. C'est en plastique un peu épais. C'est une bonne remarque. J'en ai jamais utilisé, mais c'est vrai que je pourrais faire ça. Mais là, j'avais pas énormément de poids dans ce projet. En fait, les roches sont très légères. Hein. Le poids, c'était juste le sable. Donc là, ça y est, j'ai attendu quelques semaines que mes paramètres soient sous contrôle, température, humidité,
point chaud, point frais, température le jour, température la nuit, puisque j'avais un thermostat avec une position nuit, une position jour. Et puis là arrive l'acquisition des Bernard l'Ermite. Donc voilà, là je suis en train de les mettre dans le terrarium. Et d'ailleurs, bonne surprise, ils étaient finalement plus gros que ce que j'avais imaginé au départ. Et du coup, j'ai enlevé les petites coquilles et j'ai remis les plus grosses. Et puis voilà, voilà ce deuxième projet que je voulais vous montrer est maintenant terminé là. Et puis voilà, on a ensuite nos petits Bernard l'Ermite qui vont pouvoir évoluer, passer dans les zones d'eau. Vous allez le voir un peu là sur. J'avais créé une zone rocheuse et dans les bassins, voilà, dans les bassins, j'ai pris soin de mettre des roches tout autour pour ne pas risquer qu'ils se noient. Parce qu'en fait, ce n'est pas des très bons nageurs. Donc, il faut qu'ils puissent facilement entrer et ressortir du bassin. Et puis, une grosse zone bien, il y avait presque 20 cm là à l'arrière pour qu'ils puissent vraiment s'enterrer, pour muer. Mais voilà, le projet, une fois terminé, c'est celui-là. Donc, un petit bout de forêt avec une zone très humide en dessous, au niveau de la racine, des zones plus exposées, un point chaud. Donc, j'avais mes Bernard l'Ermite qui parfois escaladaient tout en haut pour venir au point chaud, ou au contraire descendaient tout en dessous pour se mettre plus frais. Voilà, c'est essayer de recréer un peu tout ce qu'on peut voir dans la nature. Donc, quand j'ai cette possibilité d'observer les animaux dans la nature pour essayer de recréer au mieux leurs conditions d'élevage en terrarium ou en aquarium, bien sûr, ça c'est super, quoi. Je voudrais savoir, Marc. Oui. Tu nous as dit dans ta présentation que les Bernard l'Ermite, c'était des animaux qui vivaient en groupe. Oui. Là, combien tu en as mis dans ton terrarium et c'est quoi le maximum ou le minimum qu'on peut mettre dans cette dimension-là, d'après toi? Alors, donc là, j'ai mis un petit groupe de 5. J'ai mis un petit groupe de 5 parce que c'est un peu ce que je vous ai montré là sur les images dans la nature. Ils étaient souvent regroupés en petits groupes. Hein, j'ai jamais vu, à part les très jeunes qui sont parfois des centaines, mais à cet âge-là, ils étaient plutôt souvent autour de 5. Et à mon avis, c'est bien 5 pour la dimension de ce terrarium. Hein, en pouces, c'est 36 pouces. Donc, c'est déjà grand, mais ce n'est pas non plus immense. Donc, voilà, ça me paraît bien adapté, 5, 6 dans ce type de volume. Je pense que pour en mettre plus, il faudrait un volume encore plus important. Merci. Et puis là, en effet, pour répondre à la question, donc c'est pas un brumisateur, mais c'est donc un fogger. Hein, donc ça va, vous connaissez peut-être, c'est un système à ultrasons. Ça va permettre de recréer un brouillard. Alors là, il faut faire attention, ça n'humidifie pas autant qu'une pulvérisation. Hein, ça ne remplace pas la pulvérisation, un fogger, mais ça apporte quand même un peu d'humidité. Parce que je remarquais que sur mes plantes, ça créait des petites gouttes d'eau. Voilà, au bout d'un moment, on est vraiment dans l'ambiance forêt tropicale, comme on est dans le matin, quoi, dans la nature, avec vraiment l'humidité dans l'air. Oui, une question? Non? Ça doit aider, par exemple, pour tenir la stabilité de ton humidité. Exact. Regarde, en effet, on voyait tantôt, j'ai dit un bruminisateur, mais je voulais dire un faummeur ou un bruminisateur, un des deux. Là, ça dépendait de ton taux d'évaporation et tout ça. Alors, et encore une fois, malgré le fogger, j'humidifiais quand même tous les jours, mais parfois avec des variations. Hein, parfois, je laissais un peu moins d'humidité, un peu plus d'humidité, comme dans la nature, quoi. Mais c'est vrai qu'au moment où il y a le fogger qui est en marche, c'est vraiment toute l'ambiance devient humide, tout s'humidifie et c'est comme dans la nature et les animaux apprécient bien. Parfait, merci, c'est super. Voilà, pour répondre à la question, c'est sur cette image-là qu'on voit un peu, voilà, quand même, c'est celle qu'on avait vue, je crois, juste un peu avant. Voilà, là, vous voyez, ils sont regroupés 3, 4, 5, pas beaucoup plus, mais voilà, en tout cas, ils vivent bien tous ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce projet-là. Et puis, je vais passer au dernier projet. Là, j'étais même allé de nuit les observer parce que ce sont des animaux nocturnes. Hein. Donc là, la nuit, ils sortent à la fois dans le terrarium, mais aussi dans la nature. Vous voyez, il y en avait qui étaient vraiment de très, très grosse taille.
Dans la nature, il vaut mieux pas se faire pincer d'ailleurs avec ses plumes. Voilà pour ce projet. Et puis le dernier projet que je vous propose de vous montrer maintenant, c'est un aquarium. Hein. Je me suis dit quand même, Société d'aquariophilie de Montréal, faut quand même, c'est bien de me parler un peu de terrarium parce que j'aime bien, mais c'est bien aussi de parler d'aquarium. Donc là, je vais rapidement vous montrer comment j'ai fait cet aquarium double. Hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, là, vous voyez, en fait, il y a deux parties. Donc là, c'est ici au Québec, hein, c'est mon terrarium double pour les puffers, comme on dit ici, hein, les tétraodons nains. Et comme les tétraodons nains mangent notamment des escargots, là, j'ai pris l'astuce du double bac pour avoir un côté élevage de mes planorbes et de l'autre côté, élevage des tétraodons nains. Comme ça, je prends directement les escargots d'un côté pour nourrir les tétraodons qui sont de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer, voilà, c'est le troisième et dernier projet de cette présentation. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet aquarium. Pour information, là, tous les projets que je suis en train de vous montrer, ce sont des images que j'ai reprises de ma chaîne YouTube, Terrario. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai faites sur ces projets-là. Donc voilà, vous pouvez même me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire que vous avez regardé et puis me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours sympa. Et en général, j'essaye de répondre à tous les messages. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ça. Alors là, je n'avais pas encore déménagé. J'étais à Brossard. Maintenant, j'habite à Longueuil. Mais je savais que j'allais déménager, mais j'avais quand même envie de lancer mon projet. Donc, pour gagner du temps au cyclage, ce que j'ai commencé à faire, j'ai mis mon sable dans de l'eau parce que comme ça, mon sable est resté 2 mois dans l'eau et comme ça, mon cycle de l'azote a commencé à se faire. Et puis, j'ai également commencé à immerger ma racine. Alors là, si vous regardez bien, en fait, c'est la même racine que dans le projet des Bernard l'Ermite précédent. Simplement, elle est retournée. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais pour la petite histoire, en fait, quand j'ai déménagé depuis la France pour venir ici au Québec, j'ai mis toutes mes affaires dans un container. Et puis, juste avant de refermer le container, il restait un tout petit peu de place en haut à droite. Et j'avais cette racine qui traînait dans le jardin que j'avais prévu d'abandonner. Et du coup, j'ai dit, hop, je prends ma racine et je pars avec au Québec. Et puis, du coup, je l'ai réutilisée dans ce projet de double bac. Donc, c'est la même racine que celle que vous aviez vue dans le terrarium des Bernard l'Ermite, qui là était un projet que j'avais fait en France. Donc là, j'étais à Brossard, j'ai commencé à mettre en eau mon bac, immerger ma racine pour qu'elle dégorge le tanin, parce que moi, je l'avais commencé à la faire... Elle avait déjà été immergée, mais dans l'autre sens. Donc, les parties les plus grosses qui sont là maintenant sous l'eau, elles n'ont pas vraiment été immergées. Donc, vous allez voir, il y a du tanin qui a dégorgé. Donc, j'aime bien, comme je l'ai dit, ne pas avoir de tanin dans mon eau. Ça, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment beaucoup. En tout cas, les poissons, eux, ça ne les dérange pas, bien sûr, d'avoir du tanin. Donc, vous pouvez le faire. Et puis, j'ai commencé à mettre en route un petit filtre pour que le cycle de l'azote se fasse. L'intérêt d'avoir retourné, la petite astuce là, que je vous partage, d'avoir retourné la racine, c'est que vous voyez, elle prend du coup assez peu de place dans la partie immergée, sous l'eau. Ça permet aux poissons de pouvoir circuler. Et elle offre un peu comme une petite île en surface que je vais pouvoir végétaliser sans trop prendre dans la partie aquatique. Donc voilà, bon, au bout de quelques semaines, hein, voilà, ma racine était recouverte d'un film bactérien, hein, comme souvent quand on immerge une racine. Et puis l'eau, vous avez vu, elle était toute jaune. Et puis j'ai acheté un poteau en jardinerie que j'ai voilà, préparé pour pouvoir le mettre dans la partie émergée là, sur l'île en fait, hein, de la petite île que je vais recréer dans ce projet. Alors un point de vigilance, quand vous achetez là, comme j'ai fait un pothos en animalerie, parfois il a été traité, je ne sais pas trop avec quoi d'ailleurs, mais c'est hyper important de bien le rincer et de bien frotter toutes les feuilles parce que sinon ça risque de mettre des produits nocifs dans l'eau. Alors même s'il y a, bien sûr, là, comme je vous l'ai dit,
Là, je me prépare des mois à l'avance, bien avant de mettre des poissons. Mais malgré tout, voilà, c'est mieux d'essuyer, de bien préparer la plante. Donc là, voilà, je suis en train de faire en sorte que mon pothos colonise la partie émergée de cette petite île pour vraiment créer voilà, une petite île qui va sortir de l'eau. Donc là, pareil, comme on disait avec Marie-Claude, un projet pas du tout adapté pour des kilis, hein, mais voilà, pour d'autres poissons, ça peut être sympa. Là, le déménagement est fait, on est plusieurs mois après. Donc là, je suis maintenant à Longueuil. Là, c'est dans ma petite salle ici, là, dans mon petit locarium. Donc, comme vous, j'imagine, la première chose que je fais avant d'installer un aquarium, même un aquarium un peu léger, comme cela, c'est de bien m'assurer que mon plan est bien à niveau. Et puis là, comme c'est des aquariums avec la vitre du fond qui repose directement sur le fond, j'utilise une petite mousse que je viens de mettre sous l'aquarium pour pas qu'il y ait un point de force et que ma vitre du fond casse. Voilà. Et puis ensuite, j'ai installé ma racine. Et là, la petite astuce, c'est que je l'ai installée à cheval entre mes deux bacs pour qu'au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un seul et grand aquarium qui fait toute la longueur, alors qu'en fait, comme vous l'avez compris, c'est deux aquariums. C'est des bacs de 60 litres. 60 litres, je ne sais pas, ça doit faire 15 gallons à peu près. Donc voilà, c'est adapté. Il ne faut pas plus petit hein, pour un petit groupe de tétraodons nains, mais comme ça, les tétraodons nains, c'est les plus petits des tétraodons, c'est quand même, c'est adapté ce volume à ce type de poisson. Un nano-aquarium est adapté pour des tétraodons nains. Donc voilà, donc là, je suis en train de mettre en eau. J'ai gardé mon eau. Le sable, vous l'avez compris, il est déjà colonisé de bactéries, la racine également. Donc tout ça, ça va permettre de vraiment accélérer le cycle de l'azote. Et au bout de quelques semaines, donc là, dans ma vidéo, je fais une petite pub pour la SAM hein, pour expliquer que j'ai récupéré les plantes lors de nos encans à la SAM. Et puis là, voilà, j'installe l'aquarium assez classique, là, juste avec quelques plantes faciles à mettre à la fois en partie émergée et immergée. Et puis, je suis en train d'installer l'aquarium. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Hein, on a déjà passé. De Marie-Claude qui se demande, ta marque de rampe de la lampe, c'est quoi? Waouh! Je ne sais pas. C'était une lampe que j'avais en France, mais le bloc s'adapte à la fois aux 220 et aux 110 volts. Donc, du coup, je l'ai gardé, je l'ai emmené. Je ne sais pas ce que c'est. C'était une des animaleries là, qui m'avait offert ça là, pour soutenir la chaîne. D'accord, merci. Donc, et en fait, d'ailleurs, au final, j'ai deux éclairages. J'ai celle-ci pour éclairer sous l'eau. Et puis, finalement, vous le verrez certainement à la fin, j'ai installé une autre rampe plus haute pour vraiment éclairer la partie plante extérieure. Voilà. Donc là, je réinstalle mes filtres qui m'y pareil. Alors, un peu comme le fait Louis, j'essaye de rajouter quelques masses biologiques, hein, des petits cylindres de céramique qui se chargent en bactéries en plus de la filtration mécanique. Donc là, sur ce projet, j'avais mis 2 petits filtres cascades. C'est pas hyper performant hein, comme filtration. Par la suite, j'ai fait de meilleures filtrations là, dans mon projet là derrière moi, par exemple. Là, j'ai vraiment fait moi-même la filtration, hein, des filtres beaucoup plus efficaces. Mais l'intérêt de ces filtres cascades, c'est que ça n'occupe pas le volume, ça ne prend pas dans le volume des aquariums. Ça se met à l'extérieur. Et puis, vous voyez, c'est assez discret. Là, je les ai mis derrière l'îlot, hein, derrière l'île centrale. Donc, on ne les voit pas trop. Ça permet de cacher un peu la partie technique. Et puis, j'ai rajouté aussi quelques galets parce que les tétraodons, ça ne les dérange pas trop si l'eau, elle est légèrement dure. Enfin, pas très dure, mais à apporter un peu de dureté, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, du coup, j'ai mis aussi quelques galets. Voilà. Et puis, une fois que le cycle de l'azote est terminé, que l'eau est bonne, enfin, d'ailleurs, les escargots, je les avais mis avant la fin, d'ailleurs, et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai commencé
dans ce projet-là à bien m'assurer que mon élevage d'escargots était performant. Donc là, les escargots, vous pouvez leur donner des pastilles de fond pour poissons de fond, mais ils aiment bien aussi ça, la carotte bouillie. Donc là, je mets de l'eau bouillante sur pas de la carotte, de la salade, pardon. Les feuilles de salade un peu défraîchies, je mets de l'eau bouillante dessus, et puis une fois qu'elle est redevenue froide, je mets ça dans mon élevage d'escargots, et là, ils adorent ça, quoi. Ils mangent la salade, et là, ça permet de vraiment avoir un élevage prolifique, parce que les tétraodons, ça mange quand même beaucoup, et ce qu'ils préfèrent, c'est clairement les escargots. Donc, il faut bien lancer l'élevage d'escargots avant, planorbe, avant de pouvoir acquérir les tétraodons. Voilà. Et puis, une fois que tout ça est sous contrôle, mes paramètres sous contrôle, j'ai refait un petit changement d'eau. Comme j'avais un ancistrus, vous voyez, il y a plein de petits morceaux de bois au fond, parce qu'il y a un ancistrus dans le bac et il a tendance à ronger le bois. Et puis après, je suis allé prendre mes tétraodons nains chez Subaquatique. Donc d'ailleurs, ils m'ont fait la réduction, bien sûr, de la SAM, hein, ça c'est hyper intéressant. Et puis, je suis allé choisir mes tétraodons. À l'époque, je ne savais pas différencier mâles et femelles, mais comme je savais que les femelles étaient les plus grosses et qu'il vaut mieux toujours avoir plus de femelles que de mâles, j'ai pris en fait les 5 plus gros du bac en espérant avoir une majorité de femelles. En réalité, je me suis retrouvé avec 3 mâles et 2 femelles, mais malgré tout, ça s'est bien passé, la cohabitation. En fait, les mâles, maintenant, je sais bien les reconnaître. C'est ceux qui ont lui, c'est un mâle. Il a un petit ventre rond, très localisé, notamment, vous allez le voir après, quand il vient de manger, alors que la femelle est beaucoup plus ronde. Celle qu'on voit là à l'image, c'est une femelle. Elle est beaucoup plus ronde dans son ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris mon explication, mais voilà. En tout cas, je suis allé choisir mes tétraodons nains. Et puis après, c'est acclimatation classique. Donc, on récupère les poissons, on les laisse tremper. Une fois qu'ils sont à température, on verse l'eau dans un contenant. Petit à petit, on vient mettre un tout petit peu de l'aquarium toutes les 5 minutes, quelques gouttes, pour que petit à petit, les poissons s'habituent aux paramètres de la nouvelle eau. Et puis, au bout de, je dirais, 45 minutes, on peut verser... En fait, quand l'eau du bac devient majoritairement l'eau de l'aquarium, on peut verser au-dessus d'un seau et puis libérer les poissons dans l'aquarium. Cette astuce, ça permet de ne pas mettre l'eau de l'animalerie dans votre aquarium. On ne sait jamais, ça évite d'apporter des parasites ou autres. Donc comme ça, au moins, voilà, j'ai uniquement l'eau de mon aquarium. Voilà, et puis après, voilà, le projet, ce 3e projet que je voulais vous présenter est terminé. Voilà, on a notre petit îlot de verdure qui sort en partie émergée. Et puis, on a cette astuce du double aquarium avec un côté élevage d'escargots pour pouvoir alimenter l'autre côté, les tétraodons. Donc là, on voit, voilà, les escargots sont là. Au début, parce que les planorbes, c'est des escargots qui ne savent pas se refermer. Donc ça, c'est bien, les tétraodons peuvent aller les picorer, mais malgré tout, ils laissent toujours un peu de chair à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait très vite par la suite, c'est j'ai écrasé mes escargots. Je dois avoir des images, voilà, c'est ça. Donc, les escargots, plutôt que les donner en entier, je les écrase. Et puis, même pour l'escargot, c'est peut-être plus sympa, au moins, c'est fini rapidement. Et puis après, voilà, comme ça, les petits tétraodons, ils viennent picorer les escargots. Et là, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Hein, de toutes les nourritures que je leur ai données, les escargots, c'est vraiment leur nourriture principale. Dans la nature, c'est vraiment ce qu'ils mangent, quoi. D'ailleurs, je vous expliquais... Alors là, bien sûr, vous pouvez aussi avoir au congélateur les petites tablettes de verre de vase. Hein, ça permet de varier quand même un petit peu la nourriture. Quand vous donnez des verres de vase, des verres rouges à vos poissons, ce que je vous recommande, c'est de ne pas mettre le bloc directement dans l'eau. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des mesures de l'eau dans laquelle sont congelés ces verres de vase rouges, mais elle est bourrée de phosphate. Et du coup, ça vous fait monter votre taux de phosphate énormément dans l'aquarium et c'est mauvais pour les poissons. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire ce qu'on voit là à l'écran, c'est-à-dire vous faites décongeler votre bloc dans un peu d'eau et ensuite vous mettez à la pince
veau vert, rouge, quels que soient les poissons, hein, tétraodon ou autres. Mais là, bien sûr, les tétraodons, ils aiment aussi beaucoup ce type de nourriture congelée. Voilà. Une autre nourriture qu'ils peuvent un peu manger, ça peut être éventuellement les granulés à base d'insectes. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir, comme vous le voyez là, un ancistrus. Comme ça, il vient faire le ménage. Là, vous voyez, il y a des granulés à insectes qui n'ont pas été consommés. Bon, bah, au moins, l'ancistrus, il consomme tout rapidement. Parce que les tétraodons, c'est des gros pollueurs, des gros mangeurs. Donc, il faut quand même... c'est bien d'avoir un ancistrus pour nettoyer les restes de nourriture. Voilà. Parlant de pollution, il y a Maryse qui demande avec quoi tu traites j'imagine c'est les tétraodons pour les parasites. Elle dit qu'ils en ont souvent. Moi j'ai pas eu de parasites là, donc j'ai mis aucun traitement. Aucun traitement pour ces petits tétraodons nains. Peut-être que ces tétraodons nains, ils vivent exclusivement en eau douce. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus simples que les autres tétraodons qui apprécient l'eau saumâtre, où là, en effet, il faudrait un peu de sel pour éviter... Ah, voilà, là, c'est un mâle, vous voyez. Là, c'est vraiment caractéristique. Une fois qu'il a mangé, le mâle, il a son petit bidon, là, comme vous le voyez, là, vraiment bien regroupé, alors que la femelle, excusez-moi, je me suis interrompu en plein milieu. La femelle, elle est plus ronde dans son ensemble. Bien sûr, à l'été aussi, je laisse des seaux dehors. Ce que moi j'appelle des seaux, c'est ce qu'on appelle en québécois des chaudières. Je laisse des chaudières remplies d'eau dehors. Et du coup, j'ai aussi la possibilité d'aller passer un petit coup d'épuisette et récupérer des larves de moustiques. Et là, bien sûr, ils adorent, quoi, hein. Là, tous les poissons. Hein. On parlait des kilis là tout à l'heure, mais pareil, les kilis, ils adorent manger, chasser et manger des larves de moustiques. Mais donc voilà, j'ai pas eu de problème de parasites avec les tétraodons. Tant mieux. Donc, j'imagine qu'au niveau changement d'eau, c'est que tu fais ça au combien? Voilà. Alors là, c'est toutes les semaines. Parce qu'en fait, ma filtration, elle n'était pas suffisante. Depuis, j'ai rajouté un autre filtre. En fait, comme ce sont des gros mangeurs, ça pollue quand même beaucoup. En plus, vous avez vu, j'ai mon ancistrus qui se fait un plaisir de brouter le bois de ma racine. Donc, toutes les semaines, changement d'eau. Pour conserver, parce que c'est quand même des poissons, il ne faut pas que les nitrates montent, quoi. Il faut quand même une eau avec de bonne qualité. Et puis, il faut bien sûr... Malgré que c'est très planté aussi, ça va aider, ça aussi. Exact, les plantes. Et le pothos, là, qu'on a vu en partie émerger, très vite, il développe des racines et il vient pomper énormément également les nitrates. Mais bon, ça remplacera jamais un changement d'eau, hein, bien sûr. C'est un petit plus, les plantes, mais ça pompe. Hein, elles prennent des nitrates, bien sûr, pour pousser, mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas comme une grosse filtration et un changement d'eau. Voilà. Super, merci beaucoup, Marc. Si jamais si jamais il y en a qui veulent te poser des questions directement, je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Puis, c'était vraiment super ta présentation. Merci. Merci, Denis. Vous voyez, voilà, je suis en train d'illustrer les changements d'eau, là, justement. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Il y a plusieurs personnes qui disent que ta présentation était super intéressante, était excellente. Merci, bravo. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, il y a beaucoup de très beaux commentaires. Ah oui, je vois. J'aime bien ta chaîne, j'ai vu passer. Donc, en effet, n'hésitez pas à aller regarder mes tutos. Hein, c'est ma petite passion, là, c'est de faire ça. Là, hein. En plus des aquariums et terrariums et de m'en occuper, c'est faire des petites vidéos, faire des petits tutoriels en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais sur ma chaîne Terrario et puis me laisser un petit message dans les commentaires sur YouTube. Ça me fait toujours super plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce live de près d'1h30. Si jamais vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en avez pensé. Hein, je dis pas que je ferai ça régulièrement, mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, ce principe de live un peu interactif, j'ai trouvé ça sympa.
Voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi même carrément devenir membre. Et puis vous pouvez aussi partager ce live avec vos amis. Ça me permettra de me faire connaître. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre soutien. À très bientôt. Au revoir.